Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8, un épisode extrêmement chargé, un épisode qui est très hollywoodien finalement, car à l'affiche, il va y avoir de la sueur, des larmes, un peu de sang aussi, des stars, de la bagarre, et puis un trophée, un précieux, oh mon précieux, effectivement, qui revient à un gars simple, à un gars qui a changé sa vie, son jeu pour en faire un fabuleux destin, un destin qui lui permet de s'asseoir à la table des très grands chapeaux, monsieur Ousmane. Je ne sais pas si l'on se rend bien compte du côté des fans du Paris Saint-Germain, de nous, du côté des suiveurs aussi du PSG, de ceux qui aiment ce Paris Saint-Germain, mais juste se rappeler quand même 10 secondes que l'on vit pour cette année 2025 un truc complètement fou furieux quand même. Ligue des Champions, finale de la Coupe du Monde des clubs, Super Coupe des Coupes, maintenant les trophées qui tombent dans tous les sens, meilleure équipe, meilleur entraîneur, le Ballon d'Or, allez vas-y, enfin on est en train de vivre peut-être l'année du siècle, je sais pas, mais c'est un truc qui est complètement fou pour nous et j'espère quand même que vous vous en rendez bien compte. Après, c'est tellement fou que même une défaite face à ceux que vous savez, eh ben ça passe. Enfin, ça se digère. Enfin, bon, c'est quand même pas si simple que ça. Bref, pas terrible. J'ai pas tout aimé. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, un PSG qui chute à Marseille, on n'en avait plus trop l'habitude, bien évidemment, défaite 1-0, match à oublier dans le contenu, dans l'attitude, on va devoir quand même mettre le nez dans le moteur de cet échec en ouvrant un j'aime pas du classico qui risque de piquer un petit peu quand même, et puis avec cette question autour de cette OM PSG, est-ce une défaite inquiétante ou finalement est-ce que c'est juste une petite péripétie de ce début de saison? Ensuite on retrouvera le sourire bien évidemment grâce à la réussite d'un garçon, le Golden Ball Boy, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, Ousmane Dembélé, couronné 69e ballon d'or de l'histoire, le talent au service du collectif a été récompensé et rien que pour ça un grand bravo, monsieur Dembélé, vous savez quoi, ça fait bien plaisir. Le Paris Saint-Germain a d'ailleurs tout raflé, ou presque, la cérémonie du Ballon d'Or, meilleure équipe, meilleur entraîneur, meilleur gardien pour Donnarumma. Bravo, messieurs. Dembélé plébiscité. Est-il le vrai Ballon d'Or du peuple? Oui, parce qu'il y en a un qui s'est décrété Ballon d'Or du peuple, mais peut-être que lui, c'est le vrai Ballon d'Or du peuple. On posera la question aux copains autour de la table, et puis on se posera aussi une question sur le classement du Ballon d'Or, avec un Hakimi qui n'est même pas dans le top 5, alors qu'il a peut-être fait, lui aussi, la saison de sa vie. Est-ce que c'est incompréhensible? De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, Bruno Salomon, la tribune. Me faire un... C'est parti, c'est un peu, un peu aigu. Qui compose l'équipe du jour? Marc Méchénois, journaliste indépendant et insider. Salut mon Marc. Salut tout le monde, Le bonjour. retour. Ouais. J'en suis ravi. T'as retrouvé le chemin. J'ai retrouvé les vacances, après il faut digérer le retour. Tout à fait, ouais. Le RERA, tout ça, c'est long. Ouais, c'est une barrière psychologique. Hein. Je sais bien. Et bravo de l'avoir passé à nouveau et je suis fier de toi. On est toujours heureux de prendre le RER. Et en tout cas, merci mon Marco. Abdellah Boulma, autre insider, journaliste indépendant là aussi et auteur de livres sur le football. Salut Abdellah. Salut Bruno, salut tout le monde. Bienvenue enfin Tidiane Mbo du Winamax FC, chroniqueur aussi à la chaîne L'équipe. Salut Tidiane. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Bienvenue à toi aussi. Les amis, on va faire en deux temps. Il y a le classique, bien évidemment, et il y a le Ballon d'Or. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on attaque par ce qui fâche ou est-ce qu'on attaque par ce qui fait plaisir? J'ai pris la décision de partir sur ce qui fâche et ce qui tâche. Voilà, comme ça, on va remettre le nez un peu dans ce classique du championnat français, le 110e de l'histoire, le Paris Saint-Germain qui l'a perdu 1-0. Paris qui a pris la marée, les poissons et tout ce qui allait avec. C'était un petit peu particulier comme rencontre. J'avais l'impression de revenir en 2011, quand les Javier Pastore et autres découvraient ce qu'était un classique du championnat français, se faisait un peu marcher sur les pieds par les joueurs du Paris Saint-Germain. J'avais l'impression de cela dans certaines attitudes des joueurs du PSG. On rappelle, but à la 4e minute de jeu par Aguerd sur une bonne vieille toile de Lucas Chevalier. Alors, à tous les gars de l'instant, on se calme sur Lucas Chevalier, parce que je crois que notre Gigio Donnarumma en a fait quelques-unes aussi dans sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Donc, tout doux, à ceux qui sont déjà en train de dire « Oui, comme par hasard, lui, il fait des boulettes. » Bon, voilà, il y en a
a d'autres qui en ont fait aussi auparavant. Donc on va se calmer, mais voilà, donc 1-0 et derrière Paris s'est fait rentrer dedans et n'a jamais trouvé la clé face à cette équipe de l'OM. C'était un peu particulier. Je vous rappelle que si vous nous suivez sur YouTube, vous n'hésitez pas à mettre vos premiers commentaires et vos j'aime, peut-être aussi vos j'aime pas. On va voir si vous êtes d'accord avec la team. Et j'attaque, on va essayer de partir sur du positif avec toi, Tidiani. Quel est ton point du jour positif, ton j'aime? Écoute, c'est un j'aime que, il me semble, je partage avec un autre membre de l'émission, mais l'entrée de Mayoulou m'a plu. Alors dans un match où c'est compliqué de ressortir des individualités positivement, hormis peut-être un Vitinha qui a comme toujours été au four et au moulin, mais Mayoulou est rentré dans cette rencontre avec énormément de personnalité, dans une séquence où le PSG était en difficulté, courait après le score, et où il y a d'autres joueurs qui, eux, n'ont pas réussi peut-être à assumer de se retrouver au premier rôle. Hein. Je pense à Zaïre Emery, à Ramos, et Mayoulou fait partie de ces joueurs dont on attend qu'ils puissent venir chatouiller ceux du 11 de départ. Et moi, j'ai trouvé que son entrée, dans les initiatives, dans le fait de ne pas se cacher, dans l'idée de secouer un petit peu une équipe qui manquait peut-être un petit peu de tonus, j'ai apprécié. Donc évidemment, tout n'est pas parfait, ça n'a pas suffi pour aller chercher l'égalisation du côté du PSG, mais ça contraste avec ce qu'on avait vu d'un peu moins positif sur le match de la semaine dernière contre l'Atalanta, où on trouvait qu'il était un petit peu en difficulté sur le poste de numéro 9 qu'il occupait. Donc hier, son entrée était positive. Effectivement. Est-ce que, mais à ma droite, Marc, pour toi aussi, tu as trouvé que Seny Mayoulou, sur les trois rentrants, entre Kanginli à l'ADN neutre, plus Mbaye qui a dû toucher un ballon sur les quelques instants qu'il a passé sur la pelouse, c'est vrai que lui a apporté quelque chose. En fait, il se met dans l'énergie d'un classico, il va gratter des ballons, il va dans le duel. C'est ça c'est ce que tu attendais hier soir. Et en fait, même parmi les titulaires, ils n'ont pas été beaucoup à avoir cette attitude et ce caractère. Après, moi, je pense qu'à plus long terme, va falloir quand même se poser la question de sa place dans la hiérarchie des 5 joueurs, on va dire, du milieu de terrain, parce que moi, j'ai plus le sentiment qu'il est 4e homme aujourd'hui que 5e homme, quoi. Ouais, effectivement, et on va en parler parce que je crois qu'il y a un j'aime pas qui va tomber sur le fameux 4e homme qui, lui, est un peu en difficulté. Juste, j'ai oublié de vous le demander, et veuillez m'en excuser, mais comment vous le qualifiez pour vous, ce classique, Abdellah? Comment de la part du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est quoi? C'est une faute grave? Ils avaient la tête, ils avaient le nœud pape et en fait ils ont joué en smoking et en... Non, je pense que c'est je pense que c'est un mélange un peu de tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est frustrant pour moi. C'est frustrant, mais c'est pas anecdotique parce que ça reste quand même un classico. Il y a un classico, quelle que soit la position en championnat des deux équipes, ça restera la plus grande affiche du championnat de France sur les 50 prochaines années. Non, mais et on le répète, c'est pas un Lille, Lens, ce n'est pas un Lyon Saint-Étienne, ça va bien au-delà. Et on a encore vu ce week-end. Le contexte n'a bien évidemment pas aidé l'équipe parisienne, on en reparlera probablement, mais bon, j'ai un peu vieilli. Je suis un tout petit peu moins passionné, dirons-nous. Le lendemain, j'ai déjà oublié, mais fut une époque, j'aurais pu ne pas dormir une semaine de la nuit. Mais là non, c'est juste frustrant. C'est très frustrant parce que tu perds quand même le match le plus important de la saison à l'extérieur. Et ça, c'est pas anecdotique. Frustrant. Juste petite anecdote, et je tiens à la souligner. Alors, je ne sais plus qui a sorti, je crois que c'est StatFoot qui a sorti cette anecdote, et cette stat, pardon. Sachez-le, les 2 dernières fois où on a perdu en championnat là-bas au Vélodrome, et en championnat et coupe, c'est les 2 fois où on a perdu le titre de champion. C'était pour Montpellier en 2011-2012 et c'était pour Lille en 2020-2021 quand on avait perdu à domicile face à l'Olympique de Marseille. Chaque fois qu'on perd face à Marseille en championnat sur ces dernières années, on a un petit problème en championnat. On verra ce que ça donne, bien évidemment. Frustrant pour toi aussi, Tidiani? Ou un autre mot te vient à l'esprit sur un match comme celui-ci? Oui, frustrant, gênant. Gênant. En fait, il y a tout autour de ce classico pour nous inviter au relativisme. Le PSG a vécu une soirée de consécration individuelle qui se déroulait parallèlement, on va certainement en parler. Il y a une horde d'absents qui fait qu'on pourrait facilement se dire on n'était pas du côté du Paris Saint-Germain dans les meilleures conditions pour jouer ce match. Donc bref, il y a tout un contexte qui pourrait nous laisser penser que finalement ça n'est pas si grave dans ce qu'est aujourd'hui la réalité du PSG. Finalement un classique, et puis quand on a perdu aussi
petit peu depuis tant d'années, tu pourrais te dire, on en perd un, c'est pas si grave. Mais moi, j'ai quand même envie que ça dérange. Voilà, j'ai pas envie non plus que ce soit totalement quelque chose qui passe aux oubliettes, parce qu'en ce moment, tout fonctionne, il y a une espèce d'état de grâce. Et en fait, tous les petits aspects de ton quotidien sur lesquels tu vas pouvoir retrouver une motivation, essayer d'avoir des rappels pour un groupe qui a été gavé de succès, moi je pense que c'est très bon à prendre. Et j'espère, alors nous, je sais pas si on a tous été gênés, frustrés, voire même plus, mais moi ce que j'espère, c'est qu'hier les joueurs, le club, l'entraîneur ont été vexés par ce qui s'est passé et que ça va leur servir de carburant pour la suite de la saison. On verra bien évidemment si ça mettra du jus dans le moteur parisien, cette frustration. Marc, avec toi, ton j'aime s'il te plaît. Mon j'aime ou mon j'aime pas? Ton j'aime pour commencer. Parce que moi, mon j'aime, c'était Mayulu. C'était aussi Mayulu, bien sûr. Très bien. Comme l'avait dit Titiani. Donc, si tu veux, je peux enchaîner sur mon j'aime pas, qui est complémentaire. Eh ben, vas-y, très bien. J'ai effleuré le truc dans ma réponse sur Mayulu, c'est que mon j'aime pas concerne Warren Zaïre-Emery. C'est un crève-cœur pour moi de le dire, c'est un j'aime pas à contre-cœur, parce que c'est un joueur que je suis depuis hyper longtemps, que j'apprécie énormément, mais depuis de longs mois, en fait, il n'est que l'ombre du joueur qu'il a été dans sa première saison sous Luis Enrique. Ça, c'est la saison de l'éclosion, on va dire. Surtout depuis l'arrivée de Joao Neves l'année dernière, qu'il a relégué dans un statut de remplaçant dans toutes les grosses rencontres, on va dire ça comme ça. Et depuis qu'il doit faire face à cette concurrence, j'ai l'impression qu'il s'en est jamais relevé. Il s'en est jamais relevé aussi sur un plan technique. Il y a des choses qu'on ne le voit plus faire, en fait. Se retourner, porter le ballon vers le but, parvenir à se retourner, apporter de la verticalité. Hier, à l'épaule, j'ai trouvé qu'il se faisait bouger, alors que c'est quand même lui qui a un centre de gravité et des appuis bien ancrés. C'est quand même l'un des domaines dans lesquels il excelle. Il n'y a plus de prise de risque, en fait, dans son jeu. Il se retrouve plus dans les zones où il faisait mouche aux abords de la surface. On sait qu'il a une énorme frappe, une belle qualité de frappe de balle. Et j'espère qu'on va le revoir sous ce maillot parisien briller. Mais j'ai surtout l'impression que là, la dynamique, c'est que lui qui était le chassé, entre guillemets, puisqu'il était titulaire, est devenu le chasseur et qu'il n'arrive plus à à inverser la tendance. Et surtout que à terme, la hiérarchie, elle va encore lui porter préjudice, parce qu'il va finir derrière Seny Mayulu. Parce que toi, tu penses que Mayulu, c'est inéluctable, va lui passer non? En fait, si je m'en réfère à ce que dit Luis Enrique, c'est le mérite et c'est la capacité à être performant soit dans les matchs, soit à l'entraînement. Alors, on n'est pas là pour voir ce qui se passe en séance, mais sur les matchs, Seny Mayulu, il rentre, il est performant dans une grande majorité des cas, ce qui n'est pas forcément le cas de Warren Zaïre-Emery, qui se signale plus par un apport assez neutre, en fait, finalement. Pourtant, j'avais vraiment l'impression qu'il revenait plutôt pas trop mal sur 2-3 entrées. J'avais cette impression-là, mais effectivement, dans les matchs à importance, il n'est pas là. Ouais, mais c'est pas que les matchs à importance. C'est je trouve quelconque, et malheureusement, j'ai envie de lui dire, t'as un garçon qui a du caractère, en fait. Vas-y, montre-le, quitte à faire des erreurs, lâche-toi, en fait, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on sait un peu ce qui se passe? Moi, je pense- Il vit trop dans l'opulence désormais. Il a ce fameux contrat qui a été extraordinaire pour lui. Il y a un truc qui a cassé Je chez sais pas, un moi, garçon comme Warren. moi j'ai davantage l'impression que c'est une histoire de confiance. Une histoire de confiance en lui, parce que il nous a quand même prouvé à maintes reprises qu'il pouvait jouer au très haut niveau, que ce soit en équipe de France ou que ce soit avec le Paris Saint-Germain. Je pense notamment à la première phase de Ligue des Champions. Année 1 de Luis Année Enrique. 1 de Luis Enrique, il a où il a 2 à été 3 trophées, je crois, de meilleur joueur de. Mais juste par rapport à ce que dit Marc, n'oublions pas, attention, je ne lui cherche pas d'excuses, mais j'ai une petite Il faut théorie le d'ailleurs. rechercher. Attends, je termine. Il a seulement 19 ans, il peut encore progresser. Il a subi une bonne blessure, une grosse blessure. Il est devenu international. Tout est allé très vite pour lui. Mais moi, je pense réellement que depuis 1 an et demi, enfin, le jeu de Luis Enrique, le schéma Luis Enrique, s'est peu à peu mis en place. Et je pense, peut-être que je me trompe, que ce joueur-là n'est pas fait pour un football de possession.
n'est pas fait pour un football ultra technique et de possession. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas l'impact physique de Neves, il n'a pas la technique de Vitinha, il n'a pas l'intelligence d'une certaine manière de comment il s'appelle, de Ruiz. Et j'ai l'impression en fait qu'il a perdu du terrain de ce point de vue-là. Donc avec le jeu de possession de Luis Enrique, ça me paraît un peu compliqué pour lui. Marc, tu voulais réagir, après je vais voir Tidiani sur Warren Zaïre-Emery. En fait, moi, il y a deux épisodes que j'interprète le concernant. C'est déjà celui de l'Euro avec l'équipe de France. En fait, il est appelé, mais il ne joue pas. Et les échos qu'on a eus, c'était qu'il y avait une forme de frustration chez lui. Alors qu'il aurait pu jouer avec les espoirs. Ouais, d'être là, mais de ne pas pouvoir jouer. Mais ceux qui le voyaient à l'entraînement disaient très clairement que physiquement, il était en dessous des autres. Donc, il y a une lucidité à avoir sur ses performances, sur ce que l'on est, sur la forme du moment. Et je pense que voilà, c'est un garçon qui a besoin de digérer le fait que, et d'accepter le fait que il a été rétrogradé dans certaines situations. Et en fait, l'année dernière, c'est pareil. Je sais pas si... Moi, il y a une image qui m'a frappé en finale de la Ligue des Champions, c'est sur le 4e but. Il y a Luis Enrique qui file, il lui saute dans les bras, et lui, il est presque apathique, parce qu'il est sur la touche, il est en train de faire son échauffement, et on a l'impression qu'il n'est pas heureux d'être dans la position dans laquelle il est, c'est-à-dire d'être remplaçant en cours d'échauffement dans une finale de Ligue des Champions. Alors après, c'est aussi tout à fait, ça peut être tout à fait le personnage qui est comme ça, c'est un introverti, c'est pas non plus un introverti, presque. C'est pas le roi de la bamboche. Ouais, c'est un grand timide. Et moi, je pense que peut-être il a un truc à faire là-dessus, ce garçon, à extérioriser certaines choses. Il n'est pas encore totalement affirmé, même en termes de personnalité. Je pense, Je pense qu'il a un truc à... Tu dis qu'il y avait deux choses. Donc tu dis l'équipe de France. Oui, et João Neves, l'arrivée de João Neves. Ça l'a cassé. Moi, je n'ai pas d'infos, encore une fois, mais ils partagent le même agent. Comment tu perçois le fait que Jorge Mendes place tes concurrents dans ton secteur de jeu. Après, là, c'est des choses qui... Georges a mis quand même quelques belles carottes au Paris Saint-Germain sur 2-3 produits. Mais par contre, le produit João Neves, c'est pas mal. Je me dis, si mon agent vient me ramener la concurrence, je le prendrai pas super bien, en fait. Donc il faut aussi dealer avec ça. Ouais, mais non, mais après, si tu commences à raisonner comme ça, Marc, on s'en sort pas. C'est un club de très haut niveau, il y a de la concurrence, tu es obligé de composer avec cette concurrence. S'il commence à penser comme ça, faut qu'il arrête le football tout de suite. C'est pas ça que je suis en train de te dire, c'est que tu composes avec la concurrence, oui, mais que la personne qui te représente ramène cette concurrence, c'est pas forcément. Ça peut aussi être mal vécu par certains joueurs. Qu'on soit d'accord avec le principe, si c'est factuel et que lui le vit mal, il le vit mal, quand bien même on n'est pas d'accord avec le principe. Tidiani sur Warren Zaïre-Emery, est-ce que toi tu le vois comment en fait? Parce que finalement, il y avait des entrées qui n'étaient pas trop mal. Tu avais l'impression qu'il revenait un peu. Mais là, il a pris un bouillon. Je suis d'accord avec ce que dit Abdallah, c'est-à-dire le manque de confiance pour moi est flagrant. Et à ce niveau-là, en fait, c'est pas qu'il rate ce qu'il essaye. Parce qu'à la limite, si on le voyait faire du Zaïre-Emery de ses débuts, mais que tu as un peu moins de réussite sur tes initiatives, voilà. Mais en fait, dans ce qu'on appelle la neutralité, en fait, c'est un joueur qui n'ose plus, qui paraît totalement inhibé par ce qu'on attend de lui quand il rentre sur le terrain ou même quand il est titulaire et qui n'est pas dans les conditions mentales, j'ai l'impression, pour donner la pleine mesure de ce qu'il peut. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième aspect, et qui a déjà été évoqué, mais auquel je souscris également, c'est sur le fit avec le logiciel de jeu de l'équipe. C'est-à-dire que oui, j'ai l'impression que ses qualités ne sont pas forcément en phase avec la façon dont le PSG s'anime aujourd'hui. Mais en même temps, il a quand même 2-3 choses à faire valoir. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il n'est pas le standard technique des 3 autres, très clairement. Mais c'est pas pour autant que sur l'intensité, sur le harcèlement, sur le mouvement, il peut pas mettre tout ça dans son équation, dans ses performances. Et oui, on pourrait imaginer que peut-être complexe entre guillemets par rapport aux autres qui sont des milieux de terrain parmi les plus complets, qui sont aujourd'hui tous les 3 nommés au Ballon d'Or, donc on est quand même sur l'élite mondiale. Mais lui, il peut amener ses armes, il peut exister dans une rotation de 14 ou 15 avec des armes différentes, et je pense qu'il faut peut-être qu'il se convainque de ça, parce que le standard technique pour rattraper Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves, peut-être que tu vas en perdre du temps. Par contre, si toi tu te remets dedans et que tu montres que tu es capable de faire avancer le ballon par la course, d'être dans l'impact, d'aller chatouiller les chevilles adverses, de faire du Warren, en fait, tout simplement, peut-être que là,
tu vas être plus en phase avec le joueur que tu dois être et que tes performances s'en ressentiront positivement. En tout cas, on verra si Warren Zaïre-Emery est changé assez rapidement et peut-être avec Seny Mayoulou qui le remplacerait, puisque je ne pense pas que Joao Neves jouera face à Auxerre. Donc on verra si Seny Mayoulou vient se mettre dans le cœur du jeu pour la rencontre face aux Auxerrois. Mais aujourd'hui, on considère presque Zaïre-Emery plus comme une doublure d'arrière droit que comme une doublure de milieu de terrain. Moi, en tout cas, j'ai cette sensation. Ouais, mais ça fait partie de, tu vois, ça fait partie de cette équation en fait, de l'équation Zaïre-Emery en fait, du côté un peu sacrifié que lui, il n'a pas forcément bien vécu. Et je crois que il était pas, enfin après Christophe Galtier, il n'était pas question qu'il repart dans une dynamique à venir combler des postes et plus qu'il évolue au poste qui est le sien. Et il avait eu pourtant, je crois, des garanties. Et ça n'a pas changé. Donc, c'est dans Football Manager, quand tu as ces joueurs, tu sais, où tu as latéral droit, ailier droit, milieu, tu sais pas quoi en faire. Tu es là. Il y a un moment, je vais devoir le vendre. Mais en fait, si tu veux, c'est une formule pour laquelle Luis Enrique avait mis tout le monde au diapason et de laquelle il est revenu. Et en fait, il n'y a plus que 2-3 joueurs, voire 2 joueurs, en fait, qui continuent à avoir cette polyvalence, à pouvoir jouer latéral, milieu, alors qu'il y en avait avant qui jouaient attaquant, ailier, milieu. Bah non, en fait, c'est redevenu un peu plus figé. On suivra en tout cas Warren Zaïre-Emery, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Abdella, avec toi, pour ton j'aime, s'il te plaît. Alors, mon j'aime, 2 Herbie. Je déconne. Alors, le mec, il fout le bordel. Ça va pas du tout. Tu t'es trompé, tu vas sortir du studio, merci Je vais beaucoup. sortir, je vais vous quitter. Mon j'aime, bien évidemment, le meilleur joueur sur le terrain hier, à savoir Vitinha. Vitinha qui a joué tout simplement à son niveau, contrairement à ses partenaires. On parlera de Zabarni peut-être un peu plus tard, mais c'est le seul à sortir un petit peu la tête de l'eau. C'est le seul à avoir joué un classique d'une certaine manière. Ça fait 2 ans qu'il progresse. Il est 3e au Ballon d'Or hier. C'est une vraie récompense pour lui. C'est l'un des meilleurs milieux, meilleur milieu, puisqu'on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui avec Luis Enrique. On parle de sentinelle, c'est une sentinelle hors pair, et Dieu sait que c'est un poste hyper difficile à occuper. C'est un joueur très intelligent. Il a beaucoup été tensé, critiqué, pointé du doigt. On sait d'où il vient. Il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans avec Messi, vous vous souvenez, Neymar, il n'arrivait pas à trouver sa place. Il était critiqué de partout. Aujourd'hui, il fait l'unanimité. J'ai lu quelques commentaires hier, même dans la partie adverse, même les Marseillais étaient subjugués par le talent de ce gamin. Franchement, je suis ébahi par le niveau auquel il joue aujourd'hui. Il a vraiment progressé. Luis Enrique a vraiment fait progresser ce gamin. Il a des standards, effectivement, Vitinha. Quand il rentre sur le terrain, il est à un certain niveau. Et hier soir, il a tenté passe longue, frappe de loin. Il a essayé. En tout cas, c'est l'un des seuls à avoir tenté de surnager dans le merdier. Moi, je pense que c'est le seul qui en avait rien à foutre du Ballon d'Or, en fait. Oui. Voilà. Peut-être. Ouais, lui, en fait, il avait peut-être pas le smoking. Lui, il l'a rendu au loueur. Il l'a ramené. Si c'est là, c'est bien. Si c'est pas là, il en fera pas. Tu vois, il en fait pas une fixette. Il en fait pas une fixette. J'en veux pour preuve que lui, sa communication, Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, c'est exactement la même chose en fait. Alors qu'en vrai, il aurait pu y postuler cette année si on avait un peu poussé sur un. Si PSG avait fait l'objet d'une candidature et d'un lobbying, comme il existe parfois. Qui a placé un numéro 2 en tant que numéro 2 au Ballon d'Or, alors que franchement, il pouvait être un peu plus loin dans le classement. Il aurait peut-être pu matcher au moins pour une place de plus. Bref, moi je pense qu'il y a ça. Et puis quand il y a une équipe en face qui joue dans sa moitié de terrain la plupart du temps, en fait, Vitinha, il est souvent amené à briller puisqu'il a toute la liberté dont il dispose pour pouvoir orienter le jeu. C'est aussi simple que ça. En tout cas, Vitinha, 3e au Ballon d'Or. Juste la petite anecdote ce matin sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Je vous invite à retourner sur le site ici.fr pour avoir cette interview. Mais nous avons reçu comme invité un copain de France Football, le grand reporter Olivier Bossard. Et Olive nous expliquait en fait que Vitinha avait remporté des suffrages, avait remporté
quelques pays sur son nom, ainsi qu'Achraf Hakimi. Yamin Yamal arrive souvent 2e, 3e, mais voilà, Dembélé a fait un espèce de carton à la Martin Fourcade, il a tout arraché, il a envoyé tout le monde, mais Vitinha a réussi à se placer et Hakimi a aussi décroché quelques pays, comme quoi ce que tu disais effectivement sur Vitinha qui était passé peut-être pas très loin de quelque chose. Je pense que effectivement si tu dis ce sera pas Dembélé et que tu pousses Vitinha ou Hakimi, tu les emmènes au même endroit en fait. En fait non, mais enfin, il faudrait demander ou enquêter, gratter pourquoi le PSG a choisi de faire sa com sur Ousmane Dembélé. Moi, je pense certainement parce qu'il y a une prolongue qui est en train d'être négociée. Waouh. Nos deux insiders, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais ça fait des mois. Tu penses que ça n'a pas allé jusque-là? Enfin, parce que Dembélé, début janvier, mais sans Dembélé, il marchait, sans il marchait sur l'eau. Sans la métamorphose de Dembélé cette saison. Attends, il marche c'est sur... pas tout de suite, non, débat non, Ballon d'Or. non, mais il marche sur l'eau. Non, mais juste simplement revenir sur ce que Marc, on en reparlera, mais juste simplement revenir sur Vitinha. Juste terminer avec ça. J'ai pas mal apprécié sa déclaration d'après-match. Bon, ils n'ont pas tous parlé, mais c'est l'un des seuls à avoir dit. Ça, je te le confirme. C'est l'un des seuls à avoir dit. Voilà, c'est l'un des seuls à avoir déclaré. Bah écoute, les blessés, non, il n'y a pas d'excuse. On a été bons. On a eu autant de blessés ou moins face à l'Atalanta, ça n'a pas posé de problème. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Non, il était dans le bon tempo. Il est passé sur les télés. Nous, on a eu le droit à un Pacho en espagnol pour réagir sur... Tu parles pas espagnol, Bruno? Non, Madame Brasseur, la Señora Brasseur, en 4e, faisait des cauchemars avec... on lui fasse le bonjour. J'espère qu'elle est encore de ce monde, mais en tout cas, la Señora Brasseur, j'étais pas son meilleur élève. Voilà. Tidiani se dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce podcast? J'étais aussi en difficulté en espagnol, très bien. mais bon. Tu te rappelles pas de la prof? Si, mais je n'ai pas envie de faire de sa publicité. Ça s'est pas bien passé. Bon, elle est en misère, ça va, elle écoutera pas, peut-être. Tidiani, ton j'aime pas, s'il te plaît. Moi, globalement, la première période du Paris Saint-Germain est l'une des pires premières périodes que j'ai vues depuis un très long moment. Alors ça, on peut l'expliquer pour plein de raisons. Un système, une structure de jeu qui était différente de celle que le PSG utilise dernièrement. Évidemment, les absents, l'agressivité aussi de l'Olympique de Marseille, parce qu'il faut aussi leur rendre hommage à ce niveau-là. Parfois, sur certains classicos, ils ont été spectateurs. Hier, ça n'a pas été le cas. Et donc ça, évidemment, pour une équipe comme le PSG qui s'appuie sur une base technique et sur un football de mouvement, quand vous avez une équipe en face qui est agressive, ça ne vous aide pas. Mais voilà, globalement, on a quand même eu une farandole de chiffres. Alors, je sais que le foot, c'est pas que des chiffres, mais qui sont venus attester ça. Les 2 ballons touchés dans la surface de l'OM en première période, c'est très clairement insuffisant. C'est 4 tirs au but, il me semble. Enfin, voilà, il y a quand même plein d'indicateurs au-delà du visuel qui, moi, me laissent penser qu'on a eu une terrible... Je crois que la note de XG sur la mi-temps, c'est 0,15. Donc, on n'était plus habitué forcément à ça. Et donc, moi, j'ai pas du tout aimé cette première période. Je sais pas si c'était voulu qu'il y ait ce laboratoire avec la défense à 3, avec les pistons, et puis c'était aussi peut-être une approche de circonstance. Mais je pense que ça fait pas tout. Et voilà, j'ai pas du tout aimé cette première période. C'est vrai qu'on n'avait pas affaire à un Paris Saint-Germain qui était en mode classico, Abdellah. Non, absolument pas. Enfin, moi, je les ai pas trouvés en mode classico. Ils se sont fait bousculer dès le début du match. Le Marseille a joué intelligemment aussi. Ils n'ont pas joué le match. Ils n'ont pas joué le match de leur vie. J'ai lu Stéphane Bianchi du Parisien ce matin qui avait utilisé les mots. C'était un Marseille sans génie, mais c'était un Marseille discipliné. C'était un Marseille appliqué. C'était un Marseille qui était présent dans les duels, dans l'intensité. Ils ont De Zerbi. Pour le coup, a véritablement réussi son coup. Les côtés. En plus, quand tu joues en 3-5-2. Enfin, la difficulté, effectivement, du 3-5-2, c'est... en plus, le test est là, pardon. Mais franchement, et je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé de ce système-là, parce qu'il me semble que c'est la première fois qu'il le met en place. Il y a des entraîneurs du Paris Saint-Germain qui ont mis un 3-5-2 le mauvais jour, on leur en a souvent parlé après. C'est ça, oui. Mais Manchester, c'est ça. Lolo Blanc. C'est un système très compliqué à mettre en place, où chacun doit avoir un rôle très précis, où il faut avoir une très belle coordination, avec une très belle assise défensive pour remplir un peu plus ce milieu de terrain. Mais moi, j'ai vu un 3-5-2 un
un peu hybride parce que finalement les deux flèches de devant, en fait, c'était pas deux flèches. Vu que Ramos était tout seul et que Varane, j'avais l'impression que ça embouteillait, enfin qu'il est resté sur le côté, qu'il était resté sur le côté gauche et que ça embouteillait avec Nuno. Finalement, c'était pas un véritable 3-5-2. Et au-delà de ça, encore une fois, faut vraiment insister sur le bon match de Marseille à ce niveau-là. Ils ont contrecarré, enfin, De Zerbi a totalement contrecarré les plans de Luis Enrique. C'est la différence entre un 3-5-2 de circonstance et un 3-5-2 de conviction. Un 3-5-2 de conviction, c'est un entraîneur qui a une idée précise des choses, qui sait comment il veut, par exemple, bonifier l'apport d'un troisième défenseur central dans l'animation du jeu de son équipe, ou s'appuyer sur des pistons forts, ou alors... Mais ça, c'est une conviction. Les circonstances, c'est quand tu as des absents, quand t'es pas, tu essayes de bricoler un agencement. Et moi, j'ai l'impression que c'était un peu plus la deuxième option hier. Ils n'avaient pas la tête à ce match, de toute façon. Ou en tout cas, peut-être Vitinha, mais certains autres joueurs. Moi, je suis partie de la team semi-relativiste. Vas-y, fais-moi ta théorie. Il y a tout un contexte. Et même, je pense qu'en fait, cette espèce de neutralité, en fait, tu vas la retrouver. Ce ne sera pas la seule fois, tu la verras dans la première partie de saison. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher simplement le contexte qui entoure le match, à savoir le report, l'aller-retour, le ballon d'or. En fait, il faut rappeler que le PSG, ils ont repris leur saison il y a un mois, quoi, tu vois, 1 mois et demi, même pas. Et donc, quand tu joues 3 matchs dans la semaine, que tu joues le match que tu as joué mercredi, même en gagnant 4-0, à un moment donné, Paris... mercredi, il y a des moments où ça soufflait ça tirait la langue très très fort. Donc je pense que en fait, tu peux pas leur demander d'être dans une énergie folle tout de suite, 1 mois après avoir repris. Et ça donne ce genre de bouillie où il manque un peu d'envie, il manque un peu de vice, avec tout le contexte qui va avec. Évidemment, tu aurais voulu voir par moments ce brin d'agressivité qui traduit l'envie, cette rage. Qui montre que en fait, tu as bien conscience que tu es en train de disputer un classico. Mais à mon sens, il va falloir aussi s'attendre à ce que tu vois d'autres matchs de ce type du Paris Saint-Germain dans la première partie de saison. Parce que il y a des blessés, parce que physiquement, tout le monde n'est pas au top en fait. Juste un truc, sur les 3 dernières défaites, si je prends de juin à maintenant, les 3 équipes qui ont mis à mal le Paris Saint-Germain, ce sont des équipes qui lui ont cassé la tête, qui lui ont rentré dedans. On n'a aucun méchant garçon dans cette équipe. On fait quoi, Tidiani, pour les prochains matchs? Parce qu'en fait, le mot peut être passé. Il faut de la qualité technique. J'en suis conscient. Et Chelsea avait mis en place quelque chose de beaucoup plus léché et intéressant. Avec d'autres moyens. Voilà, avec d'autres moyens. Que Strasbourg et Lens. Voilà, et que Marseille, par exemple, encore hier soir. Mais on fait quoi? Parce que Botafogo leur casse la tête et leur met des coups, bien accompagnés par l'arbitrage. Idem pour Chelsea. On leur rentre dedans et en plus, ça développe. Et là, Marseille, c'est un peu pareil. On doit répondre comment? Par le jeu. Mais là, par le jeu. Mais à chaque fois, on dévisse. Mais peut-être que les fois où le PSG dévisse, il faut accepter que ce soit aussi un soir où le PSG était peut-être un peu moins juste techniquement, où les individualités avaient peut-être un petit peu moins de jeu. On est quand même sur des saisons à 50, 60 matchs. Donc, si ça ne reste qu'un épiphénomène, les moments où le PSG va être mis en difficulté par une équipe qui aura préparé son match pendant toute la semaine et qui mettra, en plus d'avoir une énorme motivation, beaucoup de tonicité dans ses intentions, moi, ça reste du sport, ça reste du football, et à la limite, c'est presque rassurant de voir que le PSG peut encore perdre des matchs face à des adversaires surmotivés. Donc non, moi, tu sais, Bruno, le débat du méchant milieu de terrain, moi, je me rappelle qu'à l'époque où l'équipe s'était pas encore organisée comme elle l'est aujourd'hui, on l'avait. Et finalement, le PSG a réussi avec une équipe qui s'appuie sur le jeu, à atteindre des objectifs et peut-être même à les dépasser. Donc moi, je pense pas qu'il faille répondre au mal par le mal. Le style du PSG, c'est d'être une équipe qui joue au foot, qui va se déplacer, qui va essayer de déstabiliser l'adversaire en leur confisquant la balle, en les essoufflant. Pourquoi dénaturer ça alors que ça a si bien marché? Bien sûr. Très bien, j'entends. Et Marc est d'accord. Voilà, Marc ne change pas une ligne. Pour une équipe qui a eu Paredes dans son effectif pendant autant d'années, je veux dire, on a quand même eu... Ougarté, tu l'as sorti au bout d'1 an et au bout de 3 mois, il était sur le banc. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient, notre ami Ougarté? Il est en train de... Il vit le même sort. Le double pivot avec Bruno Fernandes dans un 3-4-3, justement, c'est pas une franche réussite sur le début de saison. C'est clair, mais on leur a vendu. Et ça,
Ça, on a mis C'est des une carottes. énorme On prouesse. a mis des carottes, on s'est fait, on a Je pris pense des carottes, que mais celle-ci, elle est belle. moi, vu ce que j'ai vu cet été, Brian Bemo à 80 millions d'euros, tu peux leur vendre à peu près ce que tu veux. à Brian Manchester. Bemo qui me ressemble à moi Et avec c'est un pas le t-shirt pire. avec un Franchement, sur les recrues du début de saison à Manchester, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Ouais, c'est pas le Non, pire. en plus, c'est pas le pire. Oui, c'est vrai. je sais bien. Mais 80 millions, ça me paraît Ouais, un mais peu c'est cher. exagéré. Ça reste cher. Oh, bah, il y a des choses qui transitent. Écoutez, si on peut pas faire des petites affaires entre amis aussi, vous êtes gentils. Il y a des gens qui ont besoin d'argent dans ce monde de la Première Ligue et des agents, bien évidemment. Le dernier, le j'aime pas, et après on passe à un petit débat autour de cet OM PSG. Toi, j'aime C'est pas. à C'est toi. moi, tiens, il me regarde. Je te Bah, regarde. moi, c'est deux Herbie Pardon. parce que, ouais, tu me regardes, t'as fait un silence, je Mais m'attendais non, à un non, jingle. Mais non, parce que je pensais que t'étais prêt. Je pensais que t'étais prêt. Voilà. Mais non, Tu vois, j'étais je t'ai connu absolument beaucoup prêt. plus Beaucoup vif. plus vif, oui, j'ai Ouais. passé une journée. Bon, bref. Deux Herbie hier, ou ouais, c'était hier, C'était hier. qui déclare l'une des raisons pour lesquelles je suis venu à Marseille était de battre le PSG parce qu'il représente le pouvoir et je n'aime pas le pouvoir. C'est un punk, Alors, c'est soit un punk, soit un voilier, soit mais un bon, démago. mais c'est surtout un démago, c'est un discours simpliste, c'est un discours fort évidemment, c'est un discours clientéliste, c'est un discours pseudo anti-système qui vise bien évidemment le PSG, comment dire, le symbole du pouvoir, du Paris Saint-Germain. C'est une posture facile, c'est une posture commode de De Zerbi. Et Dieu sait que voilà, j'apprécie plutôt cet entraîneur. C'est caricature à la souhait parce qu'il faut quand même rappeler à notre cher ami De Zerbi que McCourt est un milliardaire et qu'il a injecté des centaines et des centaines de millions d'euros depuis qu'il est là pour les résultats qu'on connaît. Donc voilà, sa phrase toute faite, son clientélisme de bas étage à d'autres. Parce que l'OM, c'est aussi un club de pouvoir, c'est aussi un club d'argent et c'est aussi, je termine avec ça, un club avec des gros moyens. Et ça, il semble l'oublier dans le Sud. Voilà, ça c'est bien. Il était énervé. Non, mais Dis ça donc. l'énerve. Il vient d'en jeter ses lunettes. Alors ceux qui regardent, là il y a la paire de lunettes qui est partie. Voilà. C'est bon. D'ailleurs, enlevez-moi la bouteille, on n'arrête pas de la voir depuis tout à l'heure à la caméra. Là. Est-ce que les déclarations de De Zerbi, bon, c'est de bonne guerre, j'ai l'impression, non, on joue, il joue au coquin, il essaie de se mettre dans la poche les Marseillais. Ouais, je pense que Hier, c'est- ils étaient hystériques, la victoire. Ils étaient en train de se bomber le torse. Il y a Benatia qui est arrivé. C'était le parrain dans la zone mixte. Là, il nous regardait tous de haut en disant, vous avez vu, là, on est des bonhommes. Enfin voilà, c'était très masculiniste. Ouais, à la fin de la saison, ils auront 15 points dans le rétroviseur du PSG, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, le pouvoir, tu le renverses quand tu as fini la saison et puis que tu es champion, en fait. Donc, et c'est un peu le défaut à Marseille. Moi, j'ai aucune animosité contre ce club, en fait. Je le dis très clairement, j'ai aucune animosité contre ce club. Je me régale à chaque fois que je vais au Vélodrome voir le classique. Moi, je me régale surtout parce que le PSG Parce qu'on refroidit le truc. met des clims à tout le Bah, Vélodrome. tu sais que je l'attendais. Hein. Jusqu'à la 90e, il y en a bien un qui bien va me sûr. sortir un truc Un du petit chapeau. coup franc Pour juste un petit à la- match nul. à la Moi, Cavani. j'étais prêt à m'emballer pour un match nul, Ouais. tu vois. Mais il faut voir dans la durée, quoi. J'ai envie de les voir dans la durée, Marseille. Et puis, l'histoire du pouvoir, moi, il y a un j'aime pas qui m'est venu après, c'est que je trouvais que en fait, la posture de l'OM sur Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, le report. sur le report du match était assez en fait souligné au sein de nos instances un vrai conflit d'intérêts. Parce qu'on a des présidents de clubs qui font partie des instances décisionnaires de la Ligue de football professionnel, qui sont censés mettre en avant aussi notre championnat et faire en sorte qu'il grandisse aussi bien sur le plan de l'image que sur le plan économique. Mais quand il s'agit de tirer pour son intérêt personnel, c'est-à-dire de faire rejouer le match le lendemain, d'insister comme le prévoit leur règlement pour que le match se rejoue dans les 24 heures, bah on préfère penser à l'intérêt personnel du club plutôt qu'à l'intérêt supérieur du championnat, sachant que dans le même temps, il y a un ballon d'or. Ouais, mais il se serait, tu sais quoi, je vais te dire un oui, truc. mais- Longoria, il se serait pris ses supporters sur le Oui, dos. mais en fait, Ils il faut auraient jamais savoir, entendu. tu vois, le problème, c'est que Paulo Longoria, il est aussi membre, il est aussi élu à la LFP, et puis il est aussi président de club. Donc nous, on n'arrête pas de souligner la double casquette de Nasser Al-Khelaifi en tant que président du Paris Saint-Germain, la triple casquette même, avec beIN Sport, le Paris Saint-Germain et la LFP. Mais hier, il y a aussi un conflit d'intérêts entre le fait que Paulo Longoria est président de l'OM et aussi membre de la LFP, et que par ailleurs, en fait, il ne choisit pas l'intérêt supérieur du football français, mais bien celui de son club, l'Olympique de Marseille. Je le comprends, en fait. Après, Mais- le coup, il est parfait. C'est-à-dire qu'il Absolument. Mais voilà, et ça rentre C'est ça. au final, ça rentre dans une logique où
des joueurs ont dû faire un aller-retour parce que certainement pour des questions de logistique, tu ne pouvais pas rester à l'hôtel. Et pour des questions de sécurité, tu ne pouvais pas rester à Marseille. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu les tweets. L'écologie. L'écologie, machin. En fait, en gros, niveau sécurité, le préfet des Bouches-du-Rhône a dit vous restez pas là, je garde pas le PSG dans un hôtel je sécurise pas un hôtel pendant une nuit. Tout ça ne s'improvise pas. Bien sûr. C'est ça. Donc en fait, ils font l'aller-retour, gérer 2 déplacements dans la journée, forcément ça t'use. Pour eux c'est tout bénef. Tu sais que tu n'auras pas le même Paris Saint-Germain. Ils auraient pu être un peu plus classe, effectivement. Après, on se met à la place de Marseille. Ça fait 14 ans qu'ils n'avaient pas remporté un classique. Domicile. En championnat, évidemment, à domicile. Mais il faut se mettre à leur place. Ils ont profité du règlement. Fait exactement la même chose. Est-ce que le PSG, non, mais d'une certaine manière, pardon, très vite, Bruno, est-ce que le PSG est pas c'est pas un peu le perdant de l'histoire d'une certaine manière parce que le groupe est totalement, est scindé. T'as l'essentiel du groupe à Marseille. T'en as une partie du côté du théâtre du Châtelet. T'as la Ligue 1 qui s'en sort pour les audiences, mais finalement, en fait, chacun a tiré la couverture à soi. Je voudrais juste, pour l'instant, on n'aura pas les chiffres d'audience parce que pour l'instant, ils ne donnent pas d'audience du côté de Ligue 1+. Le Ballon d'Or, on a eu les audiences. Les audiences. Ballon d'Or, c'est 1,6 million sur la soirée. Et le pic à 2,5 millions sur le Ballon d'Or remis à Ousmane Dembélé. Ah oui, mais l'audience, l'impact à l'international. C'est des centaines de millions. C'est des milliards, c'est des milliards de tweets. Voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est une dinguerie intercontinentale. Les amis, très rapidement, est-ce qu'on peut parler d'une défaite inquiétante ou est-ce que c'est bon, ça va remettre une piqûre comme tu l'as dit tout à l'heure, Tidiani, ou est-ce que c'est vraiment faut s'inquiéter de ce qui vient de se passer du côté du Vélodrome? Non, ce serait très prématuré de parler de défaite inquiétante parce que même si elle a lieu dans un match à forte valeur affective et que la copie, on en a parlé, elle est inhabituellement vilaine par rapport à ce que le PSG a pris l'habitude de rendre. En fait, c'est pas une défaite qui remet quoi que ce soit en question en fait à ce stade. Ça remet pas en question le jeu, ça remet pas en question le coach, ça remet pas en question le projet, ça ne met pas en question les objectifs du Paris Saint-Germain. Donc là où il peut y avoir dans d'autres contextes et dans d'autres clubs une défaite qui peut absolument tout chambouler, occasionner un départ de dirigeants, des changements dans le 11 de départ, là en fait, à ce stade, ça ne reste qu'une mauvaise soirée. Donc évidemment, s'il y en a une deuxième, puis une troisième, et puis que tu vois qu'en fait ça ouvre la porte à une dynamique très négative, bon là on pourra parler différemment, mais là à ce stade, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est gênant, mais inquiétant, je pense que ce serait très prématuré. Parce que là, Marc, en fait, il y a une séquence qui arrive, Auxerre, puis derrière Barcelone à Montjuic, puis derrière les Lillois à Lille. Auxerre, ça va être chaud. Oui, je sais que ça joue bien. Non, je déconne. Non, mais ça joue pas mal. Attends, tu plaisantes, ça joue Auxerre. Tu sais qu'Auxerre, on rigole, mais le PSG qui ne marque pas dans un match de Ligue 1, ça n'est arrivé qu'une seule fois la saison dernière. C'était eux. Et c'était à Auxerre. Alors, avec Donovan. À Auxerre, on l'a joué au parc, non? C'est ouais. Au parc. Non, mais toi, t'as pas. Ouais. Non, mais en fait. Après, oui, Auxerre peut être un peu de chimbo parce que ça va s'énerver sur la défaite. Je vais pas me contredire. Je pense que Paris Saint-Germain aura encore des trous d'air et je préfère les voir avoir des trous d'air dans leur première partie de saison, voire même galérer un peu parce que je me suis refait le calendrier là, comme une petite piqûre de rappel de la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps. Ça fait vraiment mal au crâne, quoi. Je préfère les voir avoir quelques trous d'air, manquer quelques rendez-vous, mais au final être en phase sur leurs objectifs à la fin du mois de janvier. Et que le Paris Saint-Germain réaborde cette deuxième partie de saison dans la dynamique qu'ils ont connue la saison dernière. Moi, encore une fois, je souscris à tout ce que dit Tidiani. C'est limpide et bien expliqué. Il se passe un truc dans ce studio. Non, c'est vrai. Marc Tidiani première, mais là, il y a... Deuxième. Mais je pense qu'il faut juger... En fait... Je trouve que Luis Enrique et ce PSG nouveau depuis 2 ans nous a aussi éduqués ou a éduqué un certain nombre de suiveurs et de supporters au calme, à la tranquillité, à ne pas céder
à l'invective, à la panique, à l'alarmisme quand il y a une défaite, quand il y a un gardien qui fait une erreur, quand il y a un gardien qui fait plusieurs erreurs, ça peut arriver, ce qui était le cas l'année dernière. Mais au final, moi j'étais embarqué dans la saison l'année dernière. On n'a vécu une première partie de saison très compliquée. Je veux dire, on s'ennuyait au parc. Et puis au final, c'était football champagne la seconde partie de saison. C'était fou. Hein. Donc je crois que on a l'expérience aujourd'hui pour voir que il faut rester tranquille et puis laisser les prochains matchs venir. Et franchement, Marseille non plus sur le papier, c'est pas ridicule non plus. Ah non, ils ont. Je trouve que en fait, alors, pour moi, il n'y avait pas une belle équipe et je trouve qu'en fait leur dernier recrutement, les derniers jours du mercato, avec les Pavard, Aguerd, etc. Effectivement, c'est très cohérent. La base défensive que l'OM a récupérée en fin de mercato, on a déjà presque la certitude que ça va leur donner vraiment des moyens en plus pour cette année pour être compétitif. Je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est cohérent. Alors après, on pourra toujours remettre en perspective ou en cause le 40% de changement de l'effectif, mais franchement, c'est pas une équipe dégueulasse du tout. Et ben vous savez quoi, on est déjà sympa, on a parlé de 40 secondes de l'OM. En bien. Allez les amis, je vous rappelle que le prochain match au PSG Auxerre, ce sera à suivre sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Ce sera samedi à 21h05. Oui, parce que 21h05, ça pourrait pas être à 21h, non. 21h05, c'est mieux. Allez les amis, on fait une toute petite pause et on parle Ballon d'Or. À tout de suite. Ici. Toute votre info locale est sur l'application mobile. Ici. Restez connectés à tout ce qui se passe autour de chez vous. Des infos pratiques, des idées pour sortir. Et toutes les histoires dont vous allez parler avec vos voisins. L'application Ici dans votre téléphone. C'est aussi, à tout moment, le lien essentiel en cas d'événement climatique autour de vous. Téléchargez gratuitement l'appli Ici. Vous y serez tous les jours. Ici. 100% PSG. Bruno Salomon, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, le podcast d'ici Paris Île-de-France. On a parlé foot, on va parler récompenses individuelles. Je vous emmène et on va aller tous ensemble sur ce tapis rouge, sur ce virage complètement improbable. J'imagine les gens qui habitent près du théâtre du Châtelet, qui ont vu débarquer les fans et les supporters du Paris Saint-Germain, qui ont vu craquer les fumigènes, qui ont vu partir les feux d'artifice. C'était grand n'importe quoi et c'était génial finalement. On va parler du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Je vous propose de vous mettre en condition. On est sur l'antenne de France Info. Nathalie Yanetta est maîtresse de cérémonie. La suite, ça se passe comme ça. Et là, on va savoir. You can unveil it. Alors attention, Ronaldinho ouvre l'enveloppe et va annoncer le nom du Ballon d'Or 2025 sur la scène du Châtelet. Dembélé. Et le Châtelet explose. Ousmane Dembélé est donc le 6e Ballon d'Or. Et voilà, il l'a eu, Ousmane Dembélé à 28 ans. Il a décroché, pas dire son rêve, parce que c'était pas ce qu'il rêvait quand il était petit. Il voulait aller au Barça et au Paris Saint-Germain. Et le Ballon d'Or, c'était il les a eu quand même. Effectivement, bravo à lui. Bien sûr, un Ballon d'Or somptueux, magnifique, un sourire, des larmes. Je vous propose d'écouter son discours. Il est monté sur scène. Il a d'abord salué Gigio Donnarumma. C'est le premier dans lequel il est tombé dans les bras. Puis ensuite, derrière, il est parti sur la scène. Je propose d'écouter une partie de son discours, un discours plein d'émotions. Je voudrais remercier ma famille, ma mère. Ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont soutenu dans les moments difficiles. Aussi à mon agent, qui a toujours cru en moi. Il avait dit qu'un jour j'allais gagner le Ballon d'Or. Il m'a toujours aidé, il a toujours cru en moi. Il m'a toujours motivé. À mon meilleur pote, avec mon meilleur ami. Depuis 4-5 ans, on a tout vécu ensemble. On a tout fait ensemble. Et voilà, jusqu'à la fin, on sera ensemble, lui et moi. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Ah, je suis désolé, moi ça m'a filé la larme. Voilà, bah, c'est pareil, comme ça. Bruno. Et franchement, on avait l'impression d'avoir un copain
qui réussissait qui prenait un prix, Abdallah. Ça, on avait l'impression d'avoir un pote. Non, mais c'est un pote. Et on est content. Non, mais en plus, il faut le savoir, avec les journalistes, il n'est pas pote. Enfin, non, le mec, non, voilà. il n'est pas pote. Mais par contre, voilà, moi, j'étais content pour lui. Non, mais Ousmane, c'est un gars qui sort un petit peu des sentiers battus dans cet univers un peu très fermé, très spécial. Ils sont vraiment entre eux. Non, mais le monde des professionnels, c'est un monde à part. Enfin, les gens, faut vraiment leur expliquer que. Et en plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, qu'en tant que journaliste, il est très difficile de communiquer avec eux. Il était plus facile de communiquer avec les joueurs pros il y a encore quelques années. Mais Ousmane, très rapidement, c'est un joueur extraordinaire. En fait, il est très touchant. Son discours a été sincère, son discours a été spontané, son discours a été touchant, et malgré encore une fois la grandeur du trophée, il est quand même resté humble, plein d'humilité, et moi c'est ce que j'apprécie chez ce garçon. Il a dit que ce ballon d'or était la victoire du collectif. Mais ça oui, et c'est ce que j'avais écrit sur mes réseaux sociaux hier. J'avais dit qu'au-delà, enfin le ballon d'or en fait incarne d'une certaine manière sa métamorphose personnelle, et la réussite collective de ce PSG. Et ce que j'écrivais, c'est qu'il joue pour nous. Enfin, il joue pour nous. Il fait briller les autres, et les autres le magnifient. Et quand un joueur incarne en fait la force de cette équipe, c'est là que le Ballon d'Or prend tout son sens. Et pour moi, c'est la vraie définition du Ballon d'Or. D'une certaine manière, ça rebondit un petit peu sur. Enfin, ça fait écho un petit peu au dernier Ballon d'Or de Rodri. C'est un Ballon d'Or individuel au service du collectif. C'est pas les Ballons d'Or des 40 à 50 buts par saison et des joueurs qui ne pensent qu'à eux, qui sont auto-centrés sur eux-mêmes. Et là, le joueur, franchement, il est juste incroyable, ce joueur. Juste, Marc, on va se poser la question. C'est un peu provocateur parce que un ancien ballon d'or français, c'était déclaré le ballon d'or du peuple. Voilà, c'est Karim Benzema. Mais est-ce que finalement, le ballon d'or du peuple, il n'a pas plutôt la tête d'un garçon venu d'Évreux qui est revenu dans un club qui lui était cher? Il est revenu. Tout le monde s'est foutu de la gueule du Paris Saint-Germain. À 50 millions, tout le monde a dit il est pété, il sera jamais prêt, il va vous faire n'importe quoi. Et 2 ans plus tard, il est ballon d'or. Et voilà. Et beaucoup de gens l'avaient enterré. Beaucoup de gens avaient dit c'est fini, sa carrière à Barcelone ne décollera pas et il faut arrêter avec Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il n'est pas finalement, lui, c'est le petit débat que je vous lance, le ballon d'or du peuple? Ça veut dire quoi, le ballon d'or du peuple? Moi, j'ai pas compris en fait quand Benzema il a dit ça. Enfin, un ballon d'or du peuple. C'est pour ça. Il aurait fallu qu'il nous l'explique. Ouais, enfin, un ballon d'or du peuple, c'est que tu joues à Mont-Solémine et en fait, t'es ballon d'or, tu vois. Enfin, t'es amateur, tu vois. Ce que je veux dire. Enfin, ça. Il joue au PSG. Non, ce qui est intéressant de souligner, en fait, c'est de regarder le parcours du garçon. Déjà, c'est un garçon qui, il y a quelques années, était d'une grande timidité, avait du mal à s'exprimer face aux médias, face aux micros. Quelqu'un très renfermé sur lui-même. En fait, il faut voir toute cette progression. C'est quelqu'un qui a grandi dans sa partie média, qui a grandi dans sa partie professionnelle, à apprendre en fait ce que c'était que la discipline de vie d'un footballeur. Donc, arriver à l'heure à l'entraînement, bien se nourrir, faire attention à son corps. Nous, on l'avait fait en interview avec Le Parisien. Il nous disait il nous avait expliqué que en fait, il avait une routine physique qui était complètement établie avec du travail de précision sur ses ischio-jambiers parce que c'est là où il avait trinqué quand il était à Barcelone. Donc il y a ça qui progresse. En fait, ce ballon d'or, moi ce que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est une suite logique d'une progression sur divers plans. D'abord, tu sens qu'il a gagné en maturité quand tu le vois face à un micro. C'est un homme en fait, c'est un ado qui a été un peu trop ado toute sa... Mais je pense que c'est surtout un garçon qui s'est ouvert, qui s'est intéressé et qui a cherché à comprendre et à progresser. Voilà, pas simplement rester dans son petit couloir, dans son petit confort de j'ai du talent, je joue à Barcelone. Non, voilà, c'est un garçon qui s'est remis en cause, qui a pris de la maturité. Tu le vois quand il s'exprime, quand tu regardes ses premiers passages micro quand il était à Rennes ou à Dortmund, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a cette progression en termes de personnalité, il y a une progression en termes de professionnalisme, et puis après on parlait d'un ballon d'or collectif. Moi je pense qu'en fait son déclic de milieu de saison l'année dernière où il se met à claquer des buts, c'est lui qui emporte tout le PSG, c'est lui qui diffuse la confiance et en fait sa confiance elle ruisselle, et si les autres ils excellent, c'est parce que lui il a transmis cette efficacité à tous les autres.
Et c'est pour ça que je pense que lui, il méritait plus que tout autre dans cette équipe. Tidiane, il représente quoi pour toi? Parce que bon, effectivement, j'étais un peu coquin en disant le peuple, mais voilà, c'est plus. Il représente quoi finalement? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'abnégation? Est-ce que c'est le ballon d'or du travail? Bah, en fait, moi je trouve que l'appellation ballon d'or du peuple, elle n'est pas usurpée pour Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui, de par son identité et son parcours, en fait, devient quelqu'un d'inspirant. Et il est inspirant parce qu'il est resté accessible, parce qu'il a gardé justement cette spontanéité, cette simplicité qui fait qu'on peut s'identifier plus facilement peut-être à lui qu'à d'autres, qui nous semblent très lointains, évoluer dans d'autres sphères. Lui, on a l'impression qu'il a réussi à conserver cette espèce de proximité presque un petit peu naïve dans les interviews qu'il donne, dans le fait qu'il dise moi je voulais pas forcément avoir le ballon d'or, etc. Donc moi je pense que cette simplicité-là le rend plus proche de nous. Et donc, quand on se sent proche des gens, forcément, ça joue sur la popularité. Je pense que son parcours aussi, parce qu'on parle souvent de ce fameux ascenseur social du football, mais là, pour le coup, Dembélé, on est en plein dedans. C'est aussi un footballeur noir. Dans l'histoire du Ballon d'Or, c'est Eusebio, c'est Weah, c'est Gullit, mais il n'y en a pas énormément non plus. Donc, pareil, dans tout ce potentiel d'identification et d'inspiration, en fait, ce que je me dis, c'est que y a peut-être des enfants qui ont vu hier Dembélé devenir Ballon d'Or et qui pensaient pas pouvoir le devenir un jour et qui peut-être là se diront si lui y est arrivé, pourquoi pas moi? Donc non, moi je trouve que je sais pas si c'est le Ballon d'Or du peuple et je sais pas si c'est plus ou moins le Ballon d'Or du peuple que Karim Benzema, mais je pense que oui, il avait un certain nombre d'aspects de ce qu'il est aujourd'hui qui le rendent très populaire. Ouais. Et surtout que il est très hollywoodien, enfin son parcours. Moi, je trouve que ça ferait un très bon film un jour pour les scénaristes. Comme beaucoup de footballeurs et si tu veux par exemple Cristiano Ronaldo, c'est. Oui, mais en fait, en gros, c'est l'exemple type du parcours hollywoodien, quoi. Sauf que Cristiano Ronaldo, ça part d'un point A et ça monte et ça va à son climax, quoi. Oui, mais alors que là, on en a ça part dans tous les sens. Enfin, tu vois, Dortmund, il part à Barcelone, il se pète dans tous les sens. À Barcelone, il a quand même passé, je voyais, il a raté 100 matchs, il a fait plus de 2 ans à l'infirmerie. C'est un truc, tu te dis, waouh! Et il arrive au Paris Saint-Germain, tout le monde se fout de la tête du PSG en disant. Franchement, tu te rappelles bien comment ça s'est passé? Je me souviens très bien des débats qu'on a eu ici. Tout le monde a pointé du doigt en disant j'étais super choqué de la manière dont et de l'image qu'on avait d'Ousmane Dembélé à l'époque. Ouais. C'était une image qui n'était pas si loin de la réalité, il était souvent blessé. On savait que c'était un joueur talentueux, mais on ne savait pas de quoi il était véritablement capable. Quand tu grattais très rapidement et que tu regardais ces derniers mois à Barcelone, tu sentais que déjà son physique était beaucoup plus solide. Ah oui, dans les derniers temps. Oui. En fait, il avait mis en place un certain nombre de choses depuis. Il y a un préparateur physique, c'est ça qui est là avec lui. Un prépa physique, il a tout. Il a tout en fait, et il a une routine qui est très carrée. Et en fait, ce travail, évidemment, quand tu mets ça en place, tu vois pas l'effet 15 jours après. Hein. C'est un effet sur du long terme parce que ton physique, il a besoin de se renforcer et de prendre de nouvelles habitudes. Mais en vrai, c'est ça qui est intéressant. Je sais pas j'aimerais savoir si le Paris Saint-Germain ou si Nasser Al-Khelaifi était au courant de ce travail-là ou s'il a senti, parce que c'est lui qui initie le dossier. Mais s'il a senti ça, dans les négociations, il a été obligatoire c'est ce que j'ai compris ce matin en lisant l'équipe, c'est qu'il a imposé son préparateur physique. Devait rentrer dans le staff technique et devait pouvoir travailler petit peu à la Thiago Silva qui avait son prépa physique aussi. Je crois qu'il est là à mi-temps, je crois. D'accord, mais en tout cas, il intervient dans toutes les réunions médicales et il vient discuter avec. Bien sûr, ça arrive dans beaucoup de clubs. Et ce que je veux finir, ce qui aurait été intéressant au moment de son recrutement, c'est de savoir s'il y avait une connaissance de tout ce qu'il mettait en place autour de lui, parce qu'en vrai, Paris, ils l'ont pris juste au meilleur moment de sa carrière, quoi. Vraiment parfait. Là, ils l'ont pris effectivement au très très bon moment. Non, mais juste terminer sur un truc, Bruno, tout à l'heure, t'as lancé. Continuer de parler de Dembélé. Ah oui, d'accord, t'as lancé ton sujet là-dessus, sur le Ballon d'Or du peuple. Lui ne l'a pas décrété. Benzema, lui, avait décrété qu'il était Ballon d'Or du peuple. Et en fait, Benzema, tu le voyais revanchard. Benzema, c'était un Ballon d'Or revanchard. Oui, mais regardez
à la face des amoureux du foot, je suis là et je me suis imposé. Oui, un peu too much, quoi, à mon goût. Encore que j'apprécie énormément le joueur, c'est un grand joueur, mais lui, non, il demande pas. Enfin, le Ballon d'Or, il n'est pas allé le chercher, c'est le Ballon d'Or qui est allé, qui est allé vers Dembélé d'une certaine manière. Là, vous disiez qu'il avait magique, c'est ça que tu veux me dire. C'est un peu comme le chapeau magique. C'est le chapeau magique, exactement. Et il a eu une carrière en dents de scie, mais il a véritablement travaillé pour devenir ce qu'il est, aujourd'hui. Et encore une fois. C'est le Ballon d'Or du peuple, Bruno. Est-ce que ça peut faire des petits ? Est-ce que ça peut faire Tidiane est-ce que ça... Non, est-ce que je vais par là, c'est est-ce que parce que Rodri, Pedri peut-être un jour, j'aimerais bien, mais voilà. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est Rodri, Ousmane Dembélé, ce sont des profils. On n'est plus sur les Terminators, Messi, Cristiano Ronaldo qui ont trusté le truc. Là, on est sur des profils de garçons qui se sont mis dans un collectif et qui ont bonifié un collectif. Est-ce que finalement, c'est ça le Ballon d'Or désormais, Tidiane ? Tu sais, d'une année sur l'autre, on se prend tellement la tête à savoir quels sont les critères qui priment sur les autres. Est-ce que c'est les moments de grâce ? Est-ce que c'est les statistiques ? Est-ce que c'est les accomplissements collectifs ? Est-ce que c'est... Moi, je trouve que Dembélé, cette saison, était légitime parce que c'était la meilleure équation entre les différents critères. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait... De toute manière, tu en as trois. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait un sur lequel... à part peut-être les accomplissements collectifs, il écrase absolument la concurrence. Par contre, je trouve que c'était le plus légitime dans la combinaison des trois, parce que même dans la notion de fair play, de classe, etc., je trouve quand même que c'est un mec qui a une attitude très positive. C'est pour ça que moi, j'ai très rapidement parlé de la personnalité. Et dans la personnalité, il y a un autre aspect qui, moi, me semble récurrent dans le Ballon d'Or pour le coup, c'est l'aspect chef de file. Parce que, quelles que soient les époques, c'est quand même un critère qui revient. Rodri, qui a surpris beaucoup de monde, c'est le chef de file de la sélection espagnole. Et ça a été le chef de file de Manchester City aussi. Quand Modric prend le Ballon d'Or, c'est le chef de file de la sélection croate qui arrive, avec ses 4 millions d'habitants, à faire une finale de Coupe du Monde contre toute attente. Quoi qu'on puisse dire sur Messi et Ronaldo en leur temps, qui étaient, je le rappelle quand même, l'émanation de collectifs absolument extraordinaires, parce qu'on l'oublie aussi parfois, et à un moment, c'est aussi des chefs de file. C'est les mecs qui emmènent... Je pense que ce qui a fait la différence favorablement pour Dembélé, peut-être par rapport à un Vitinha ou à Hakimi, c'est que lui, il a eu cette incarnation-là d'être le chef de file et d'avoir en plus l'identité du mec qui est né pas très loin de Paris et qui gagne à Paris. Et donc, je pense que c'est tout cet ensemble-là qui a rendu sa légitimité à Dembélé sur ce Ballon d'Or. Et c'est pour ça que ce Ballon d'Or, il est complètement dingo. C'est-à-dire que les images qu'on a eues hier, on n'en reverra pas de sitôt, à part si tu refais un Parisien. S'ils veulent l'année prochaine en refaire un deuxième, je veux bien. Les garçons, on a 4-5 minutes, grand maximum, à vivre encore ensemble. Et on a parlé d'Ousmane Dembélé, c'était l'occasion, vous en avez entendu beaucoup parler, vous avez lu des journaux, vous avez vu plein d'articles aujourd'hui. Donc c'était pas l'occasion, c'était aussi de parler un petit peu et nous d'évoquer ce Ballon d'Or. Mais moi, j'aimerais quand même vous entendre, les amis, sur... Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, alors le classement, on rappelle, quand même, dans le top 10 du Ballon d'Or, on se retrouve avec 5 Parisiens. C'est quand même complètement fou. Le Paris Saint-Germain qui a remporté meilleure équipe, qui a remporté meilleur entraîneur, qui a tout cartonné, meilleur gardien de but. Bon, Didio, il a eu du mal à prononcer le mot PSG, mais il a quand même remercié ses coéquipiers. C'était un peu compliqué dans son discours. On sentait qu'il y avait un peu de tension pour lui, mais on lui souhaite bien évidemment félicitations et bon vent du côté de Manchester City, le meilleur club au monde, a-t-il dit. Par contre, Achraf Hakimi, qui n'est pas dans le top 5, franchement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir qu'on l'invente, qu'on le mette en attaquant. Non, mais c'est très compliqué, Bruno, de mettre un défenseur. Enfin, un défenseur, c'est même pas un central, parce que les seuls défenseurs centraux, d'une certaine manière, dans l'histoire du Ballon d'Or, qui l'ont remporté, c'est quoi ? C'est Cannavaro, Beckenbauer et Mathias et Zammer. Lui, c'est un latéral. Et encore, de surcroît, un latéral hybride. Donc, un défenseur, un attaquant, un ailier, il a un peu tout ça. Moi, je le voyais plus haut, pour être très honnête. Parce qu'il ferait top 3. Parce qu'il fait une saison très, très régulière. C'est l'un des maillons forts de Luis Enrique. Je le voyais véritablement dans les troisième au mieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec la prime à l'attaquant ?
Toujours. Pour moi, c'est la prime à l'attaquant. Ah, mais regarde, Dans l'esprit des Vitinha, des il est centaines là. de journalistes. Vitinha, il est au milieu de terrain. Il est milieu offensif, mais. Mais t'as quand même 3 Parisiens. Enfin, t'as combien sur le top 3 Top t'as 6, Dembélé, top 6, t'as top 3 6 Parisiens. mais je pense qu'il perd des voix, justement. Vitinha et Dembélé prennent des voix. sur lui. Marc, de ton Ouais, côté, je suis en train de pour regarder le Achraf classement. Hakimi. Je suis en train de regarder le classement. En fait, il y a 3 défenseurs dans ce classement. Il y a Oui, c'est ce Virgil van Dijk, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, quoi. Je sais pas Il y a si- Dumfries. Tu parles Dumfries, tu parles voilà. Et de top 30, là. t'as Dumfries. dans Oui. le top 30. Oui, Et mais avec moi, 3 déjà, latéraux qui Dumfries, sont il est très extrêmement long. offensifs. Moi, je suis assez d'accord. C'est assez. En vrai, j'ai envie de voir les. Ça se trouve, en fait, il est 6e à une voix du 5e, quoi. Oui. Enfin, donc le détail des votes aura son importance. Mais c'est vrai que je trouve que. Ouais, il méritait d'être top 5, voire top 4. Enfin, je dirais, à part quand il marque pas contre Arsenal à l'aller, mais sinon en quart demi-finale, il marque Il tout marque le temps. quart demi-finale. Voilà. Bruno, tu t'en souviendras. C'est- Bruno, tu vas pas t'en souvenir dans 2-3 ans. Dans 4 ans, tu t'en Tu souviendras pas. Tu vas te souvenir du Ballon d'Or. Tu te souviendras même pas du podium. Ouais, mais tu te souviendras que Hakimi, il a quand même fait une saison extraordinaire. Nous, dans notre subconscient de supporters, de fans et d'amoureux du Paris Saint-Germain ou de suiveurs du Paris Saint-Germain, on a quand même vu une saison stratosphérique. Le mec, il est sur un. En fait, ce qui est gênant avec la place, on avait un débat tout à l'heure un peu hors antenne avec Marc sur l'importance de ces classements, de ces positions. En fait, le problème n'est pas forcément la perception, parce que je suis assez d'accord, dans quelques années, on se rappellera tout au mieux du podium. Mais en fait, c'est beaucoup plus sur sur la reconnaissance que les joueurs éprouvent. Et quand tu sors la saison que tu as sortie, que tu t'appelles Achraf Hakimi et que tu n'es pas dans le top 5, bah, je suis désolé, mais ça témoigne quand même un peu d'un manque de reconnaissance. Alors, quand je dis manque de reconnaissance, c'est des journalistes du monde entier qui votent. Et moi, j'ai aussi l'humilité de me dire que pour un journaliste qui regarde peut-être pas tous les matchs du PSG, parce que les matchs sont à 3h du matin, qui va le voir en Ligue des Champions, et que parallèlement à ça, peut-être qu'il se réveille pour regarder la Première Ligue, par exemple. Et en fait, tout ça, ça joue aussi au moment où le mec va mettre un bulletin va remplir un top 5. Hakimi, pour nous qui l'avons vu au quotidien pendant 1 an, on a pris la claque quasiment continuellement, C'est parce clair. que c'est peut-être le joueur le plus régulier de la saison au Paris Saint-Germain. Sauf Tidianic, dans tes 5 premiers, tu as deux joueurs de Barcelone Ouais. et tu as un joueur de Liverpool. Et ces clubs-là, à l'international, en Asie et Ouais. en Afrique, Bien sûr. c'est pas la même caisse de résonance. Mais c'est ça que subit aussi Achraf Hakimi, c'est que Absolument, oui. pour les Ah oui, journalistes ça, du je suis monde d'accord, entier, oui. il y a un côté, je vais pas dire un peu plus confidentiel sur les performances d'Achraf Hakimi, parce que je pense que les matchs de Ligue des Champions, là où vraiment il a gagné tout son crédit, les gens l'ont vu, tous ces journalistes les ont vus aussi. Mais, je veux dire, la saison que fait Salah en Première Ligue, je pense à une caisse de résonance d'un point de vue Bien statistique sûr. supérieure à la oui. saison d'Hakimi, pas pour nous, pas pour moi, mais pour un mec qui habite États-Unis. en Inde ou Aux en États-Unis, Érythrée bien sûr. et qui, à un moment, vote en se basant sur ce qu'il a vu. Moi, je suis très déçu pour Achraf Hakimi, qui, à mon sens, méritait un top 5. Mais encore une fois, en fait, il faut accepter l'aspect pluriel du football et universel du football, parce que c'est l'essence du Ballon d'Or. En tout cas, une chose est sûre, Achraf, tu remets un petit coup de collier, et peut-être que l'année prochaine, tu t'imagines, il refait la même saison. Ouais, non, mais C'est c'est ça, en fait, que impossible quand de tu faire la sors de même ça et que tu saison. vois le résultat, je pense pour lui qui est. Déjà, hier, tu as senti qui est intéressé voulait par être au ce genre Châtelet. de choses, je pense que tu te dis quand tu vois ça, que faut-il faire pour que j'accède au top 3, quoi. Moi, je me souviens des années Messi, quand Messi gagnait le Ballon d'Or, avec il y avait le Barça hégémonique, le top 4, il y avait 3 Barcelonais, en fait. Donc, et ça change un peu aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de défenseur. Il n'y avait pas de défenseur, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en fait, ce qui est problématique pour les joueurs du PSG et pour certains qui ne sont même pas dans le classement, c'est que tu payes de facto le fait que tu joues en France et que le championnat soit bien moins regardé C'est moins sexy. que d'autres ligues majeures. Et tu le ressens aussi sur les joueurs de Bundesliga. Ah ouais, bien sûr. Tu regardes Bien la sûr. position d'un Olysée, d'un Wirtz, Absolument. qui vient d'arriver, mais Tout à fait. il y a les championnats hors Première Ligue et Espagne. Barça Real ont un malus lorsqu'il s'agit de ces récompenses-là pour Donc, des questions de visibilité. donc ça veut dire qu'on a fait un exploit à réussir à en placer 3 dans le top 6. Ah, mais pour moi, c'est un véritable Franchement, exploit. en étant de la Ligue 1. Bon, voilà, on termine là-dessus. Mais on devait être dans le top 11, on devait avoir le 11 dans les 30. Quoi. S'il faut mettre les 11, on met Moi, les je l'avais 11. annoncé, Moi, je comprends pas. Marquinhos et Pacho qui se font sortir. Ah oui, c'est carrément. terrible. Ah oui, ça C'est aussi. terrible.
Mais bon, les amis, faut vraiment couper. Alors maintenant, on va se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à tous vos messages. Vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur YouTube, ici, Paris, Île-de-France, c'est la nouvelle chaîne. Vous mettez vos petits commentaires, des petits likes aussi. Ça permet à l'algorithme, comme aime à le dire l'ami Romain Bellouk, qu'il faut que ça bouge. Et d'ailleurs, les amis, toute la team 100% PSG, la tribune, s'associe à moi pour féliciter la famille Bellouk, puisque Brune Bellouk est arrivée. Brune, bienvenue dans ce monde de foot. Tu vas voir, papa est un peu toqué quand ça parle football, mais ça va bien se passer parce que je suis sûr que ça va être un super papa. Et on embrasse aussi la maman. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Tiliani, merci à Marc et merci à Abdella pour ce très bon moment passé ensemble. Le prochain rendez-vous sur ici Paris Île-de-France, c'est bien sûr vendredi dans notre chaîne YouTube avec le mag de Pierre Clément qui nous réserve encore un super invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.